All right. Fait que bienvenue, Nick, pour une première fois. Parce que je sais qu'épisode 100 t'étais là, mais c'est quand même une première fois en tant qu'invité que c'est moi là, qui te pose des questions. C'est pas toi qui m'y poses comme à l'épisode 100. Fait que merci de venir nous jaser de prise de masse, science de prise de masse, squat. C'est bon. Yes, ça fait plaisir, mais quand tu m'as donné l'invitation, c'était sûr que j'allais le faire, là, fait que on est là. Pour ceux justement là, tu sais, qui savent peut-être pas t'es qui trop, faire une petite courte introduction de que fais-tu dans la vie, qui es-tu, qu'est-ce que t'aimes, c'est quoi toute passion? Ah, ben, je suis né, le 16 septembre, donc mon Ah, dans la vie, vendredi. Voilà, c'est ça. Mais non, c'est ça, donc qu'est-ce que tu dit? à Drummondville. Ah, c'est ça, c'est genre, je repars du début, mais non, non, sérieusement, mon nom, c'est coach Nick. Pas vraiment ça mon nom, d'abord, mais je suis coach depuis, 3 ans, chez HL maintenant. Ça va faire 3 ans en août, en réalité. Hem Quick introduction, je veux dire, je suis vraiment passionné par l'entraînement. Je sais que c'est de quoi qu'on entend souvent, mais comme vraiment la science de l'entraînement, comprendre les concepts, c'est vraiment de quoi qui m'attire beaucoup, qui me porte beaucoup d'intérêt. L'optimisation dans tous les trucs de l'entraînement, ça me parle énormément, ce qui m'emmène justement à beaucoup me renseigner là-dessus, essayer de rester up to date dans une science qui évolue beaucoup, qu'il y a beaucoup plus d'études qu'il y en avait dans le passé, puis c'est comme vraiment une espèce de milieu qui est grandissant puis qui fleurit beaucoup. Fait que c'est de rester up to date là-dedans puis tout, ce qui m'emmène justement à lire des études comme, elle qu'on va discuter aujourd'hui, pour s'assurer, ben, de tout le temps offrir le meilleur service pour le client, s'assurer que les plans d'entraînement soient solides. Justement, tu sais, avec le Muscle Lab, c'est un peu moi qui gère, toute la partie entraînement, toute la partie, les plans mensuels. Fait que c'est dans cette optique-là que je viens vous parler, de la petite étude aujourd'hui. Ouais. Je tiens à dire, Nick, t'es un des rares que l'entraînement, c'est intrinsèque. Ouais. Pour de vrai, là, c'est comme, j'entends souvent dire le monde, ouais, c'est une passion, puis je suis comme, arrête là, c'est comme si je t'enlève le outcome physique, t'en as rien à battre. Fait que on se mettra pas les yeux dans le ciel que c'est intrinsèque. Mais toi, par exemple, est-ce que c'est 100% intrinsèque? Non, c'est quasiment impossible d'avoir de quoi qui est 100% intrinsèque, mais t'es un des rares que je suis comme, non, non, mais lui, il aime ça, là. Tu sais, le gym, l'entraînement, le bodybuilding, c'est comme, c'est intrinsèque, là. Fait que je tiens à dire, t'es un des rares que j'ai vu qui était purement de même. Ouais, 100%. Tu sais, je pense que ça vient un petit peu du fait de, tu sais, un peu n'importe qui, tu sais, tu commences à t'entraîner, puis c'est un petit peu l'optique de justement, tu sais, il y a quand même un aspect physique, là, pour faire court, tu sais, moi, j'ai commencé à m'entraîner, j'étais minuscule, là, j'étais vraiment petit pour ma grandeur et tout. Pour mon frame, c'était sûr, il y avait un aspect visuel, mais vraiment tomber en amour avec ça, vraiment tomber en amour avec, surtout, mettons, l'échec musculaire, mais comme se pousser à l'échec, tu sais, il y a des gens, c'est comment? C'est le fun, mais comme moi, c'est vraiment le fun, là. J'ai du fun à faire ça, puis j'ai du fun pendant l'exercice et non pas après ou c'est vraiment le pendant que j'aime. Fait que, ouais, donc c'est 100%. Fait qu'aujourd'hui, je voulais que tu viennes nous parler parce que, tu sais, je suis encore là à aller mes études sur l'entraînement ici et là, mais je pense que les gens le savent que je geek out plus tout ce qui est psycho, puis mettons récupération HRV, là, c'est un peu là que ma tête est présentement. Fait que c'est plus, comme je te l'ai dit au début, c'est un peu toi le spécialiste training dans le groupe chez HL. Fait que tu as lu une nouvelle étude qui concernait les quads. Et je me disais, ça pourrait être cool de faire un épisode sur justement le développement des quads. Euh, Qu'est-ce qu'on sait? Tu sais, l'idée derrière ça, c'est que le monde qui ressort de cet épisode-là puisse être en mesure de savoir comment entraîner leurs quads, que ce soit les shows d'exercice, que ce soit l'amplitude, que ce soit les reps, que ce soit whatever. Au moins, que ce soit vraiment un genre de un crash course sur les quads. Mais je pense que pour aller là, on pourrait commencer avec l'étude que tu as lue récemment qui concernait bien évidemment les quads. Là. Fait que si tu peux nous amener un peu dans cette étude-là, c'était quoi? C'est quoi l'objectif? Ouais, 100%. Fait que quand même une étude récente est sortie fin 2024, début 2025, fait que vraiment comme toute nouvelle, puis c'est beaucoup ça avec,
la science de l'entraînement puis d'hypertrophie. Il y a beaucoup d'études qui sortent, puis ça vient un petit peu de la même gang. Juste me rappeler. Euh, les Milo Wolf, les Brad Schoenfeld, toute cette gang-là sortent énormément d'études dans tout ce qui est l'hypertrophie, etc. Puis celle-là, la date en tant que telle, elle est sortie en 2025. C'est ça. Fait que vraiment tout récente, plus jeune. Fait que ça, c'est cool quand même d'avoir des études qui sortent aussi fréquemment. Le nom de l'étude, c'est Knee flexion range of motion does not influence muscle hypertrophy of the quadricep femoris during leg press training in resistance trained individuals. Fait qu'en français, c'est le titre qui donne un peu les résultats de l'étude, mais comme quoi que aller super profond dessus un exercice de leg press pour les gens qui sont entraînés n'amène pas une hypertrophie de plus dessus ces gens-là. Fait que cette étude-là, justement, je cherchais vraiment à checker un petit peu dans la science où est-ce qu'on se situe là, dans les dernières années. Il y a beaucoup ce narratif-là que les positions étirées, puis les entraînements dans des positions étirées auraient un petit edge de plus sur un exercice peut-être en position contractée ou quoi que ce soit. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup d'études qui sortent pour un petit peu venir voir qu'est-ce qui se passe dans cette lignée-là. Et donc, cette étude-là, mettons, avait pour but de comparer justement un leg press dans une position quand même étirée, donc avec une grande profondeur d'exécution, et aussi d'aller voir un même leg press, mais avec une moins grande profondeur d'exécution. Donc, très, très cool jusqu'à là, parce qu'encore là, même dans le gym, on peut voir un petit peu que chaque personne va avoir soit une facilité ou une plus de difficulté, mettons, à aller en profondeur sur le leg press. Fait que là, tu non seulement ça peut aider les gens un petit peu à savoir, hey, Chris, j'ai-tu besoin d'aller super profond comme, mettons, moi, je sais que je suis quand même une bonne amplitude de mouvement sur mes exercices de quads, comparativement peut-être à une autre personne que, ah, ben, tu sais, peut-être un petit peu moins de facilité avec la hanche, la cheville, et cetera. Fait que ça a la place là-dedans. Ça permet aussi de voir justement en termes de gain en hypertrophie, y a-tu vraiment un avantage à aller profond sur un exercice de quads? Fait que c'est un petit peu ça qu'ils ont voulu aller voir dans l'étude. Fait que, ils sont partis avec cette idée-là de vouloir voir la différence entre vraiment profond, puis quoi, mettons, on parle d'un parallèle? Ouais, fait que le groupe qui allait vraiment profond, c'était vraiment comme le plus que cette personne-là pouvait. OK? On va y revenir. J'ai des infos là-dessus, là, je suis prêt. Mais c'est ça, fait que le plus profond possible d'un côté et de l'autre côté, c'était vraiment briser le parallèle. Donc, se rendre à un 100 degrés de flexion du genou. Fait que le parallèle étant à 90. Et donc là, on allait peut-être à un 100 degrés. Puis ça, mettons, c'était vraiment standardisé à travers les gens de comme 100 degrés, bang, avec là, tu repars. Donc, ça serait ça les 2 groupes vraiment. Fait que profondeur complète, dépendamment de l'individu et 100 degrés de flexion, donc on brise le parallèle, juste un petit peu. OK. Fait que on brise même pas le parallèle, c'était pas ça, là. Non, ça, c'est on venait briser le parallèle, mais pas mal tout le monde est capable de briser le parallèle sur le leg press, mettons. Tu sais, c'était pas, des calf raises là, qu'il faisait, là. C'était comme genre juste un petit mouvement, va-et-vient. Il y avait quand même un certain range of motion, mais définitivement, c'était pas une profondeur de comme malade mental que le genou d'en face. Le 100 degrés, là, c'est vraiment ton genou est juste un petit peu plus plié que 90, puis c'est vraiment là qu'ils ont arrêté, pour le range of motion. Je comprends. Ah, puis quel genre de participants ils ont choisi? Tu as nommé que c'était des gens entraînés, mais on parle de combien de poules de participants? C'est quoi l'âge? Ouais, 100%. Fait qu'au niveau de la méthodologie, là, fait qu'il y a un petit peu le type de participants qui sont choisis. Ils ont été capables d'avoir 23 participants. Je sais qu'il y en a une couple qui ont quitté à travers l'étude. Je pense qu'il y en avait que c'était comme pour des raisons de douleur slash blessure. Il y en a que c'était des raisons personnelles. C'est pas plus important que ça. Mais qu'est-ce qui était vraiment cool, puis qu'est-ce que je pense qu'il y a peut-être pas assez souvent dans les études en l'hypertrophie,
C'était des gens avec de l'expérience en entraînement. Puis là, on parle d'un 3 ans et demi d'expérience en moyenne, plus ou moins, là. Fait qu'un 3 ans, d'expérience. Puis ça, qu'est-ce qui est cool là-dedans, c'est qu'on peut justement extrapoler ça puis appliquer ça peut-être à une population justement qui s'entraîne. Fait que tu sais, ça s'applique à moi, ça pourrait s'appliquer à toi, ça pourrait s'appliquer pas mal à tout le monde qui écoute le podcast aujourd'hui. Puis ça, c'est cool parce que justement, la plupart des études en hypertrophie sont sur des gens qui ont pas nécessairement de l'expérience en entraînement. Puis le gros problème qu'il va y avoir avec ça, c'est que après ça, est-ce qu'on peut appliquer ça à moi? Pas nécessairement, tu sais, tu sais, il y a le concept des newbie gains, tu sais, quand tu commences à t'entraîner, tu as des potentiels en hypertrophie que moi, je n'ai plus, mettons, avec un 5 ans d'expérience. Fait que d'avoir un étude sur des gens avec de l'expérience, c'est vraiment pertinent pour, faire avancer la science. Sinon, au niveau de l'âge, c'est quand même un bon range d'âge. Si je me rappelle bien, c'était comme un 18 à 50 ans. Pas de blessure avant ça, mettons, fait que pas de douleur à la hanche, quoi que ce soit. Pas de stéroïdes non plus ou, que ce soit dans le passé ou actuellement. Fait que ça faisait juste en sorte que c'était vraiment une population puis des participants que c'est comme c'est vous et moi, et donc on peut vraiment appliquer ça, à nu, les résultats de cette étude-là. Fait qu'ils ont starté avec 23 participants. Ouais, 26 en réalité, mais ils sont souvent mais 23. Ouais. Ouais, c'est fascinant, hein, pareil. À quel point il y a peu de participants. Genre, pour mon travail de fin de session en recherche à l'UDI, il faut que je fasse genre un semblant de recherche, je fais juste pas de collecte de données. Puis là, dans mon volet participant, mais il faut que je dise combien de participants j'aimerais avoir. Et donc, j'ai eu, évidemment. Puis il y a des calculs pour ça, mettons, selon à quel point je veux de la puissance, et cetera. Mettons, pour moi, le type d'étude que je voulais faire, c'était minimum 110. Genre, si j'ai pas minimum 110, Bon ça. les résultats, selon encore là, tous des trucs statistiques, là, mais les résultats, ça va manquer de puissance. Je sais que c'est pas pareil, psycho puis entraînement, là, c'est pas la même affaire, mais je suis comme, ah, c'est 23 petits humains, là. Il est 5h30 le soir dans un gym public, il y a plus de monde que ça, là. Tu sais, c'est quand. Je sais que c'est une question monétaire et toute la patente, là, mais quand même, je trouve ça plate qu'il y ait pas plus de volume de participants. Ça augmenterait la puissance statistique. Ah, définitivement. Puis je pense que, tu sais, tu l'as dit, il y a l'enjeu monétaire, il y a l'enjeu un petit peu le contexte dans les études d'hypertrophie, c'est vraiment ils vont prendre du monde de sur le campus. C'est vraiment ça, là, quand ils vont à l'université de, je sais pas moi, Stanford, puis là, ils parlent des gens sur le campus, puis aussi, une des raisons pourquoi c'est souvent des gens qui n'ont pas d'entraînement, qui n'ont pas vraiment d'expérience en entraînement, c'est que les gens ont rien à perdre, les gens qui n'ont pas d'expérience en entraînement. Mais les gens qui ont une expérience, qui sont comme hey, moi, je m'entraîne, je vais faire des gains, blabla. Un chercheur vient me voir qui est comme hey, j'ai envie de tester de quoi, je sais pas si ça va fonctionner. Le gars, il est comme ça me tente-tu de prendre 8 semaines d'entraînement pour peut-être avoir des gains ou peut-être pas d'en avoir? Fait que ça va beaucoup refroidir les gens à participer. Fait que enjeu militaire, enjeu un petit peu de comme un contexte social de justement, ben, va souvent être des gym bros, des gym girls, que c'est comme, ah, tente pas de perdre 8 semaines à peut-être faire des gains, peut-être pas d'en faire. Fait qu'il y a un petit peu tout ça qui fait en sorte qu'il n'y a pas beaucoup de participateurs. Ouais, 100%. Ouais. OK, fait que 3 participants. Après ça, comment qu'ils ont pris leurs mesures? Tu sais, parce que, dans le fond, aussi, ils voulaient voir justement l'impact de l'amplitude de mouvement sur un leg press sur la prise de masse musculaire. C'est ça? Ouais. 3 personnes, ça. Fait que comment ils ont mesuré cette dite prise de masse musculaire-là? Ouais, fait qu'ils ont utilisé, ultrasons. Je dis qu'il est pas nécessairement, mauvais. C'est pas nécessairement mauvais. Un petit peu comme n'importe quelle prise de données, il va avoir des avantages, des inconvénients. Fait que, tu sais, justement, avec un ultrason, tu sais, le genre d'inconvénient, ben, c'est comme s'il y a de l'inflammation qui est causée par le type d'entraînement, ben, tu sais, ça peut paraître un petit peu dessus le scanner. Tu sais, c'est le genre de truc qu'il faut qu'ils gardent en tête. Mais comme ils ont bien fait dans l'étude, ils s'assuraient justement que la prise de données
soit pas faite, mettons, direct après un entraînement. Tu pourrais définitivement venir poster les résultats à ce niveau-là. Fait que, tu sais, il y avait quand même un gap qui permettait justement l'inflammation potentiellement de réduire puis vraiment s'assurer que ce soit une question de masse musculaire. Ils l'ont pris à 3 endroits différents sur le quad juste pour un petit peu être capable d'avoir plusieurs styles de prise de données à ce niveau-là, créer un petit peu plus de valeur à tout ça. Ouais, Puis ouais, ça ressemblait à ça. parfait. Dans la procédure, est-ce qu'on a affaire à un inter-sujet, encore une fois? Ouais. Ouais, 100%. Fait qu'ils ils ont édité une méthodologie intra-sujet. Fait que lorsqu'on parle d'un intra-sujet, ça veut dire que chaque participant était exposé aux 2 conditions. Fait que les 2 conditions étant un range of motion complet, donc au maximum de la profondeur, et le range of motion de 100°. Qu'est-ce qui est cool avec ça, c'est que ça l'enlève un petit peu tous les types de billets qu'il pourrait avoir de comme: «Ouais, mais là, lui, il a mangé plus que l'autre» ou «Lui, sa génétique est meilleure que l'autre». Ça l'enlève vraiment beaucoup de petits billets que c'est comme si, mettons, on compare moi avec Lapi, puis moi, mettons, je fais un full range, puis Lapi ne fait pas le full range, ben, ça se peut qu'il y ait des différences au niveau des résultats, juste parce qu'on est 2 personnes différentes. Mais là, qu'est-ce qui était cool, c'est qu'une jambe faisait le range of motion complet et l'autre jambe faisait le 100°, ce qui permettait justement de standardiser selon l'individu. Fait que ouais, un infra-sujet, je trouve que c'est très pertinent en entraînement, ça enlève beaucoup de billets. Fait qu'il faut pas trouver ça weird, l'attente que c'est comment? Pourquoi ils ont fait ça de même? Ça fait du sens, je trouve, en entraînement. Ouais. Donc, il y avait une jambe, exemple, la jambe gauche qui allait complètement en bas. Fait que mettons qu'on fait l'étude, là, moi et toi. Là. Nous deux, on a, mettons, notre jambe gauche qui va aller complètement en bas, pleine flexion sur le leg press. Puis notre jambe droite va aller à 100°. Ils vont avoir notre masse musculaire, ben, leur mesure de masse musculaire avec un ultrason au début. On va faire ça. Puis après, ils vont reprendre. Puis là, on va pouvoir comparer, ben, y a une différence entre les 2 jambes de tous nos participants? Et non, entre les participants, il y a des différences. C'est entre les genres, c'est plus ça. Ouais, ouais, exact. Fait que, ouais, c'est exactement ça. Fait que, tu sais, ça évite justement que, c'est encore là, l'aspect génétique, l'aspect, ben, il y en a un, ça fait 5 ans qu'il s'entraîne, l'autre, ça fait 2 ans. C'est comme, c'est lui qui a 2 ans, il peut peut-être avoir plus d'adaptation que lui que ça fait 5 ans. Fait que ça enlève tout ça, donc très cool. Ouais. Puis, c'était pendant 8 semaines? 8 semaines, exact. Combien de fois semaine? C'était quoi? Le workout, c'est juste leg press? On parle des combien de reps? Échec, pas échec, progression, pas progression, temps de repos? Ça ressemble à quoi un peu la procédure? Fait que le protocole d'entraînement, 2 séances semaine sur 8 semaines, 4 séries de leg press par jambe à l'échec musculaire. Fait que le concept de l'échec était respecté à ce niveau-là. Les entraînements étaient, supervisés. Fait qu'au niveau du tempo, tout ça, c'était, standardisé par le chercheur qui était avec eux. Ensuite de ça, tu sais, ils ajustaient les charges pour rester dans un range, de répétitions de 8 à 12 répétitions, ce qui est un petit peu haut, mettons, mais encore là, ça permet un petit peu de standardiser les données. Fait que why not, tu sais, tant qu'on garde ça, mettons, à tout le temps à 8 à 12, moi, j'ai pas trop de problème avec ça. Fait que c'est ça, supervisé, 2 séances semaine, 4 séries de leg press par genre. Puis ensuite de ça, je suis pas mal sûr dans le cadre d'une autre étude, il y avait aussi, d'autres exercices pour le haut du corps qui étaient faits, mais ça, c'était pour une autre étude en parallèle. Fait qu'il y a peut-être aussi ça à prendre en compte, mais, pour vraiment l'étude d'aujourd'hui, c'était vraiment 4 séries de leg press par jambe à l'échelle du corps. Parfait. Fait qu'encore une fois, là, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de training dans le podcast, mais euh, une façon de voir qu'est-ce qui fonctionne, bâtir de la masse, c'est de regarder c'est quoi les procédures que les études font. Puis, Ouais. si tu checkes les procédures de 2024-2025, j'ai pas vu une crise d'études qui inclut pas l'échec musculaire dans la game. Ouais, 100%. Tu sais, encore là, est-ce que ça peut arriver de trouver une étude un petit peu plus, obscure, underground, que c'est comme stress métabolique? Ça se peut que tu en trouves quelques-unes, là, mais je pense que la science, elle a vraiment évolué puis elle est comme
on comprend sa tension mécanique qui est générée par un échec musculaire, parce que ça permet un haut degré. On est vraiment rendu là dans les études, fait que c'est vraiment très, très rare qu'on voit d'autres concepts que ça qui sont respectés maintenant. Ah. En temps de repos, ça ressemble à quoi? Temps de repos, 1 minute 30, 2 minutes entre les jambes, puis un bon comme si je sais que je dis n'importe quoi, là, parce que ça, c'est vraiment dans ma mémoire, mais comme un bon 3 à 5 minutes après avoir fini les 2 jambes, mettons. Ah, Ça, pour le repos. OK. Puis y avait-il une certaine progression de charge de rep à toutes les semaines ou il y en a Ouais, pas trop? ouais, fait que le volume load a progressé à travers les 2 groupes, mais dans les résultats, on peut en parler plus en détail de comment ça a progressé, parce qu'il y a quand même des résultats intéressants là-dedans. Ouais. OK, cool. Fait que tu sais, je connais pas les résultats pantoute, là, on n'a pas jasé moi puis Nick avant, là, je sais pas c'est quoi qui est arrivé, mais juste là, peu importe la condition, il risque d'avoir peut-être des différences ou pas, mais je m'attends à ce que les 2 conditions aient pris de l'avance. Parce que les conditions ont été respectées. Il y a eu un échec, il y a eu assez de temps de repos, il y a eu une constance, d'aller au gym 2 fois semaine pendant 8 semaines. Il y a eu une progression de charge ou de rep pour que le volume load augmente. Ça veut dire nos règles du jeu sont respectées. J'ai bien de la misère à croire que tu m'annoncerais là que les 2 conditions, il y a aucune prise d'avance. Fait que je te lance dans les résultats, mais je continue à Hop, 100%. Fait que, au niveau des résultats, je veux vraiment y aller, général, là, je check aussi un petit peu mes notes pour m'assurer de rien manquer. Fait qu'au niveau du taux de complétion, fait qu'à quel point les gens ont respecté le plan d'entraînement et tout, fait que 94, fait que 94 ont complété toutes les séances. Fait que ça, c'est vraiment, solide. Fait il y en a pas justement un potentiel biais de comme: «Ah ben lui, il s'est entraîné, 5 fois de moins que l'autre», puis tout. Il y a vraiment pas ça, puis ça, c'est quand même très, très cool. Au niveau de la masse corporelle, 22 des 23 participants ont pris du poids, OK? Fait que même s'il y avait pas nécessairement de contrôle sur l'alimentation, il était quand même demandé un petit peu aux gens de comme: «Hey, augmentez vos portions, là, tu sais, mettre pas de pression là-dessus, mais que tu sais, essayer quand même de manger pour une prise de masse». Encore là, c'était tout du monde qui s'entraînait. Fait que, tu sais, il y avait quand même une certaine conscience de comment s'alimenter puis tout. Mais tout ça pour dire que 22 des 23 participants, en fait, ont pris du poids. On parle de comme 1,7 kg, fait comme un 3 livres-ish, mettons, de plus, sur le poids corporel. Fait que ça, c'est quand même intéressant. Un 2,3 là, kilogrammes de plus, fait que c'est comme un 4 livres, 4-5 livres, quand même intéressant. Ouais. Hem, Au niveau du volume load, la charge totale levée était vraiment plus élevée dans la condition à un 100 degrés de flexion du genou. Donc, eux qui ne faisaient pas la profondeur complète ont connu une meilleure progression au niveau de la charge totale levée. Donc, le volume load a progressé à travers l'étude de façon vraiment plus considérable que, mettons, le groupe qui faisait le full range of motion. Au niveau de la croissance musculaire, par contre, il n'y a pas vraiment de grosses différences significatives entre les 2 groupes. Encore là, c'est sur un 8 semaines. Est-ce qu'il y en aurait un qui aurait pogné un edge passé, mettons, 16 semaines? On ne le sait pas dans cette étude-là. Mais dessus 8 semaines, il n'y a pas d'impact entre 100 degrés de flexion du genou et un full range of motion. Puis est-ce qu'entre le pré-test et le post-test, il y a eu gain en masse musculaire sans comparaison? Ouais, fait qu'il y a eu, définitivement, une prise de masse musculaire. Fait que, tu sais, non seulement ils ont pris, du poids corporel, mais en plus de ça, mettons, dessus les ultrasons, il y a eu une prise de masse musculaire, mais il y a pas vraiment eu de différence entre les 2 groupes. OK. Bon, vu qu'on n'est pas surpris que les 2 ont pris de la masse, Ouais. mais ça peut être un résultat d'étude quand même, peut-être un brin surprenant avec peut-être qu'on voyait les derniers mois, les dernières années avec l'espèce de à quel point les quadriceps réagissent vraiment bien Mmh mh. en position étirée. Fait que, heu, je pense pour faire un tout plus simple pour le monde qui écoute, là,
si on bifurque un peu pour jaser de pourquoi, c'est ça c'est ça qu'on entendait, c'est ça qui est dit physiologiquement parlant. Après ça, on pourrait peut-être mieux revenir dans: «Ouais, mais comment qu'on l'interprète ces résultats-là?» et cetera. Je pense que ça va être plus simple. Fait qu'avant, c'est ça, il y avait le discours puis le discours, scientifique, là, ça venait pas de n'importe où. Les quadriceps réagissent vraiment mieux en position étirée. Faut qu'ils soient, tu sais, fully étirés pour avoir le meilleur des gains. Tu sais, comme ça vient d'où, point de vue, logique, cette affirmation-là, mettons? Ouais, 100%. Hem, je pense qu'il faut quand même que je définisse quelques concepts pour vraiment comprendre un petit peu tout ça. Fait qu'ici, on rentre vraiment dans tout ce qui est physiologique, OK, dans le muscle. Et puis, si on regarde un muscle, peu importe le muscle du corps, OK, une analogie que j'aime utiliser, le muscle, c'est le moteur et à l'intérieur du moteur, il y a plusieurs composantes, OK? Et puis, une des composantes qui est vraiment le piston, les pistons du moteur, ça va vraiment être les sarcomères. Fait qu'à l'intérieur d'un muscle, on a des myofibrilles. À l'intérieur des myofibrilles, on va avoir des sarcomères. OK? Et les sarcomères, c'est vraiment les pistons de notre muscle. C'est vraiment eux qui créent, qui génèrent cette contraction-là, de par justement les ponts d'actine et de myosine qui vont venir s'accrocher puis se refermer. Mais c'est ça. Donc, tout ça pour dire que les sarcomères ont vraiment 2 façons, de progresser puis d'évoluer dans le temps. Donc, on va pouvoir gagner en hypertrophie avec un ajout de sarcomères en série, fait un petit peu à la file indienne. Donc, il faut vraiment le voir comme ça, là, une file musculaire puis, une myofibrille, là, c'est comme un long fil et à l'intérieur, il y a les sarcomères et donc ces sarcomères-là pourraient, mettons, s'ajouter à travers ce fil-là, à travers ce fil de Paget. Donc ça se fait un ajout en série. Donc, on vient l'ajouter en série à la queue leu-leu. Et la deuxième façon d'ajouter ça, ça se fait en parallèle. Fait que là, ça serait, mettons, on aurait un fil ici, puis un fil ici, ça s'ajoute en parallèle dans tout ça. Donc, en plus de connaître ce fonctionnement-là au niveau des sarcomères, pourquoi est-ce que les quadriceps ont souvent été nommés comme étant des muscles qui, étaient capables de justement réagir aux positions étirées? C'est au niveau, de la relation longueur-tension, OK? Donc la relation longueur-tension, en fait, est un concept qui explique que certains groupes musculaires, de par un petit peu comment leurs sarcomères sont faits et sont placés, vont être capables justement de générer de la force dans des positions qui vont être différentes. Donc, certains muscles, ça va être dans des positions plus contractées. C'est là vraiment que les sarcomères sont capables de travailler puis de réagir correctement puis de produire énormément de tension. Et d'autres muscles, ça va justement être dans des longueurs, dans des positions un petit peu plus étirées. Et les quadriceps semblaient être vraiment un groupe musculaire que c'est vraiment la position étirée où est-ce que les, sarcomères étaient capables de justement réagir puis produire de la force puis performer à leur meilleur. Hem et donc, étant cela, il était longtemps pensé que justement: «Hey, tu fais un leg press, vas-y en profondeur. Tu fais un squat, vas-y en profondeur». Fait que c'était vraiment de quoi qui revenait énormément. Même chose, moi je l'appliquais un petit peu, avec toute logique de la chose, toute compréhension de la physiologie. Mais avec cette étude-là, ça me fait un petit peu comme genre: «Ouais, mais là, ça veut-tu dire que je suis obligé d'aller en full profondeur ou est-ce que je peux me permettre d'arrêter à un 100°, 90°, puis quand même faire des gains?» Fait que c'est un petit peu là où est-ce qu'on Ouais. Fait que la notion de physiologiquement parlant, on pouvait faire des arguments qui sont logiques, un peu comme, Matt Bouchard, il utilise le terme extrapoler, mais on dirait que j'aime bien utiliser ce terme-là. Quand on dit argument logique, c'est pas mal la même chose. sent ça. Fait qu'on extrapolait un peu la notion physiologique, tu sais, la relation longueur-tension, il était placé sur la pente, descendante, et toutes ces affaires-là. Mais est-ce qu'on avait des études, empiriques, là, pour dire: «J'extrapole pas, là, je le vois comme sur des humains entraînés, encore une fois, là, pas des débutants», là? On avait-tu ce genre de data-là?
encore là, mettons, est-ce qu'il y avait des data qui pouvaient montrer justement dans l'étude en question, il parlait justement de d'autres études qui, mettons, je prends, il y avait l'étude de Kubo et al. 2019, aucun bénéfice supplémentaire à faire à aller au-delà du 90-100 degrés dans flexion du genou. Puis ça, si je me rappelle bien, c'était dessus le squat. Fait qu'il y avait des études qui disaient que c'était pas nécessaire. Il y avait une étude de McMahon et al. 2014 qui montrait plus de croissance avec une flexion accrue. Je sais qu'il y avait aussi une étude dessus le leg extension. Fait que oui, il y a des études qui allaient dans un sens, il y avait d'autres études qui allaient dans l'autre sens, mais c'est un peu ça, la science, c'est que il va en avoir un petit peu de tout bord, de tout côté, mais après ça, c'est de voir où est-ce que la masse se situe. C'est encore là, est-ce que je les ai toutes lues, les études dessus? A-t-on une flexion complète, vraiment aller étirer? Non, il y en aurait probablement un petit peu trop aller, mais reste que, mettons, la science semblait vraiment aller dans cette direction-là de aller dans le stretch, aller dans l'étirement, particulièrement pour les quads, le chest, etc. Tu penses-tu que là, je m'en vais dans une autre étude, mais tu vas comprendre pourquoi je vais là. Tu sais, l'espèce de Lenten Partials, là, pendant un bout, là, c'était comme ça, la grosse débat là, sur les réseaux sociaux. Là. Comme les partiels en position étirée, comme là, ça a ramené des gains. Puis là, il avait fait une méta-analyse, puis c'est comme, wow, t'as plus de gains, mais c'était sur des débutants. Lorsqu'ils ont fait la même chose chez des gens entraînés, ils ont vu que, ah ben, ça change à rien. Fait que est-ce qu'il y a pas de ça un peu dans ce qu'on voit là, que c'est comme l'étirement sous charge pour les quads, c'est théoriquement vrai que ça aiderait vraiment, mais passer une certaine année d'expérience en entraînement, les bénéfices, on les verrait plus vraiment. Est-ce qu'il y a un peu de ça? Je pense que c'est définitif que ça. Puis, encore là, l'analogie que j'aime utiliser quand que je parle de ça, c'est que si on se rappelle un peu les sarcomères en série que je parlais plus tôt, à un moment donné, sur ton fil, tu sais, t'as l'impression que tu as une origine à ton muscle. Fait qu'à un moment donné, là, tu peux pas ajouter des sarcomères à l'infini en série parce qu'à un moment donné, il y a tellement de distance que tu peux ajouter de sarcomères que c'est comme, tu peux pas en ajouter plus. C'est un peu ça le problème avec justement un stretch mediated hypertrophy, donc les positions tirées, l'incline partials, tout ça. C'est que pour quelqu'un qui a peu d'expérience en entraînement, son muscle, son groupe musculaire peut se permettre d'ajouter des sarcomères en série. OK? Parce qu'un agent sarcomère en série est principalement lié justement à des positions étirées, à des excentriques, etc. Mais à partir d'un certain moment, lorsque tu as eu ces adaptations-là d'agile de sarcomère en série, tu ne peux pas en avoir à l'infini. Et donc, je pense vraiment qu'à partir d'un certain degré d'expérience, il faut qu'on se en aille un petit peu de ce thinking-là d'ajouter des sarcomères en série, puis il faut peut-être qu'on aille un petit peu plus dans ajouter des sarcomères en parallèle. Fait qu'en side by side, je pense que c'est ça qui arrive beaucoup justement avec les LinkedIn partials, c'est qu'on se rend compte que pour des gens qui sont entraînés, ce genre d'adaptation-là, d'ajout de sarcomère en série, n'est plus faisable, n'est plus réaliste parce que justement, ces adaptations-là ont été faites, puis le muscle a été étiré à son maximum à ce niveau-là. Fait que est-ce que si on se re-swing dans l'étude, Ouais. est-ce que c'est pas un peu ça qu'on voit, dans le sens où ce qu'on voit que, hey, 100 degrés, qui est plus bas que, tu sais, juste ma peur avec ça, là, ma crainte, c'est que le monde soit en mode, ben maintenant, je peux faire des trois quarts de répétition, puis c'est correct. C'est pas ça. C'est 100 degrés, là, c'est plus bas que la majorité des mouvements qu'on voit dans le gym, là, juste qu'on Ouais. qu'on soit bien clair. Là. Puis, entre 100 degrés puis full, il n'y a pas grande différence à la lumière de cette étude-là, c'est 23 participants, mais quand même. Mhm. Est-ce que dans le volet discussion, interprétation des chercheurs, là, ça serait mon interprétation, mais eux, comment ils interprétaient ça? Ben, il interprétait que tu pouvais te permettre de ne pas aller à ton full range of motion, mettons. Fait que un peu genre leur
implications pratiques, là. Fait que qu'est-ce que tu pouvais justement faire, avec les résultats de cette étude-là? S'entraîner avec un 100 degrés de flexion, ça suffisait pour maximiser l'hypertrophie du quadriceps. Encore là, je trouve que c'est un peu far-fetched de juste comme claim ça. Je pense qu'il faut peut-être voir dessus plus longtemps. Est-ce qu'il y aurait eu un edge à quelque part? Who knows? Il disait comme quoi que ça allait être une bonne nouvelle pour les gens qui ont une mobilité de cheville qui est limitée, ce qui est un fait. Il y a des gens qui sont pas capables d'aller ultra profond. Fait que c'est, hey, tu sais, une bonne nouvelle pour eux. Euh, mais au niveau, mettons, des discussions puis des limitations, tu sais, moi, elle, que j'ai vraiment vue, c'était vraiment au niveau du fait que c'est tough de standardiser 100 degrés de flexion du genou. OK? Comme quand tu t'entraînes, c'est quand tu te dis: «Ah, je suis à 100 degrés en ce moment». Tu peux pas vraiment le savoir. Puis dans l'étude, qu'est-ce qui était quand même cool, c'est qu'il était suivi par un chercheur, mais qui est pas suivi par un chercheur dans ce temps-là. Le chercheur, il était comme: «OK, tu es à 100 degrés, tu peux partir». On n'a pas cet outil-là quand on s'entraîne. Fait que ça, je pense que c'est une des implications. C'est comme, après ça, c'est comme comment qu'on l'applique réellement dans l'étude. Fait que ça, c'est le genre de limitation, mettons, qu'il y avait, mais encore là, c'est ça. Ouais, c'est toujours ça, c'est toujours ça, hein, c'est toujours ça. Heu, je trouve le fuck, ça c'est, mon opinion personnelle là, mais le fuck avec les amplitudes de mouvement, quand il y a des études qui disent genre: «Ah, tu pas obligé d'aller jusqu'en bas», je trouve qu'après ça, tu es plus capable de standardiser à toutes les semaines ton amplitude comme du monde. Puis là, tu progresses sur tes charges et tes reps, mais tu as no clue si réellement ceci progresse ou c'est pas ton amplitude qui est différente à tous les semaines. Fait que ça, c'est un point qui me dérange dans les amplitudes qui sont pas complètes. Ça, personnellement, je sais pas toi, comment tu vois ça, mais Mais définitivement, puis je le vois non seulement avec mes clients, probablement tes clients, mais des fois, quand tu sais, souvent les gens, ils essaient de bien faire quand ils font ça, là. Fait que, tu sais, je suis pas en train de leur envoyer des pierres, là. Mais tu sais, tu veux tellement progresser, puis tu veux tellement justement améliorer tes charges de semaine en semaine que justement, des fois, le range of motion, donc l'amplitude du mouvement est mis de côté. Puis ce genre d'étude-là, mettons, si après ça, on la prend comme du cash, c'est comme, 100 degrés de flexion du genou pour, mettons, le leg press. Et moi, j'aurais peur, mettons, qu'un de mes clients, après justement 8 semaines, là, ce soit plus un 100 degrés, là, ce soit comme un 90, un 70. Là, ça vient juste régresser. Finalement, il fait des calf raises. Moi, ça serait le genre d'implication. Tu sais, comparativement justement à une amplitude complète, ça te permet d'avoir quand même un certain repère. Je veux dire, à un moment donné, ça bloque. À un moment donné, tu as le genou d'en face. C'est comme tu sais que tu es rendu à la remontée. Fait que c'est le genre d'affaire que je comprends le résultat de l'étude, cool. Mais encore là, il y a quand même ces implications-là que c'est comme ça peut être un problème in the real world, mettons, quand on s'entraîne. non, c'est beau ça. Encore là, ça, c'est purement nos opinions personnelles par rapport à ça, là. Ça veut un autre, tu sais, coach Sim serait ici, peut-être qu'il y aurait un angle différent de nous. C'est bien correct, mais moi, je crois fortement au fait que j'aime mieux y aller point A complet, point B complet, puis m'assurer que c'est point A, point B complet à toutes les semaines. Comme ça, si je progresse sur mes reps ou mes charges, je le sais que c'est parce que j'ai stimulé des adaptations la semaine d'avant, donc mon plan, mon volume, ma récupération va bien, puis je prends bien masse musculaire. Moi, cette certitude-là, j'en ai de besoin, puis comme tu me dis, des clients, j'en ai vu un puis un autre, partir d'un faux squat, finir avec je déraque la mort, je la raque, ça prend ça, là, fait que, ouais. Donc, c'est à prendre en compte. C'est à prendre en compte. Puis, encore là, ça part de justement une volonté de vouloir progresser tout de suite, là, mais c'est quoi qui va arriver si c'est pas standardisé. Puis, c'est ça. Ouais. Si on va dans un peu l'analyse de la qualité de cette étude-là, parce que une étude, c'est une étude, la science, c'est de la science, mais tu as de la science de merde, puis ça, je pense pas que c'en est une, là, mais tu as de la science de merde, puis tu as de la science, de la bonne science. C'est comme tout. Tu as des bons médecins, des médecins de merde, des bons coachs, des coachs d'art. C'est comme dans tout. Ouais. Niveau, je veux juste pas perdre le monde avec ces termes-là, validité théorique, c'est à quel point la masse musculaire, l'amplitude de mouvement, a bien été opérationnalisé dans l'étude. À quel point
l'outil pour mesurer la masse musculaire, c'en est une bonne. Tu sais, fait qu'à quel point tu juges que niveau validité théorique, là, c'est comme «Ah, c'est un exercice, là.» Ouais. Niveau validité théorique, j'ai pas trop d'enjeux. C'est encore là, un ultrason, encore là, question de budget, je trouve que c'est quand même solide. Tu sais, c'est pas des pinces. Ça va avec ça, peut-être que genre un essai à la poubelle, ça vaut pas de la merde. Euh, Ça aurait été 4 compartiments, j'aurais fait comme genre courant, mais encore là, on se met du sable dans les yeux, là, je veux dire, ça n'arrive jamais que c'est un 4 compartiments, là. Fait que quand on parle de 4 compartiments, c'est vraiment, il check l'eau corporelle, il check le gras, il check la masse osseuse, puis il check justement la masse maigre, si je me trompe pas. Fait qu'ils viennent vraiment, ils viennent voir toutes les différentes variables de notre corps pour s'assurer vraiment de garder isolé vraiment la masse musculaire qui font sa progression. Fait que, encore là, ça coûte extrêmement cher faire ça. Fait que c'est pas le genre de truc, mettons, qu'on peut avoir tout le temps. Un ultrason, moi, je suis quand même satisfait au niveau de comme outil de mesure pour la masse musculaire. Ça fait du sens. Au niveau de la variable indépendante, au niveau de justement le range of motion, j'ai quand même des petits hicks avec la façon dont ça a été fait. Hic numéro un, là, le petit problème que j'ai, c'est au niveau, mettons, du 100 degrés de flexion du genou, c'est au niveau justement du fait que c'est checké par un chercheur et justement standardisé. Comment il standardisait ça, en fait? C'est que le chercheur, il mettait un petit peu comme ça où est-ce que la personne arrêtait à 100 degrés, puis après ça, c'était le point de repère pour tout le step. C'est comme, tu sais, je veux dire, tu te bases sur comme comment tu flasses ta main pour savoir, ça, c'est 100 degrés. Ça, mettons, j'ai de la misère avec ça. Parce qu'admettons, je sais pas, moi, quand tu gardes ton bras soulevé, à un moment donné, qu'on épaule se fatigue, là, tu descends un petit peu. C'est comme, c'est le genre de petite affaire que c'est comme pas parfait. Ouais. Here's the petit problème que j'ai avec le range of motion. Au niveau de la profondeur complète, ça dépend beaucoup de l'individu. Fait qu'une profondeur complète, pour certaines personnes, au lieu d'être 100 degrés de flexion du genou, peut-être que c'était 120 degrés de flexion du genou. Ce qui est comme un 20 degrés de différence, que c'est quand même pas tant ça. Et il y a peut-être d'autres monde qui s'approchaient, qui ils l'ont un petit peu discuté dans l'étude, comme quoi qu'il y avait du monde. C'était comme le genou était genre crème en mode parallèle, là, genre vraiment comme t'as- t'as le mollet qui touche à ton ischio complètement. Mais comme ces gens-là, puis les gens, mettons que leur flexion complète, c'est comme un 120 degrés, il y a quand même un gros gap là, entre ces 2 personnes-là. Fait qu'il y a aussi cet aspect-là au niveau du range of motion, c'est qu'ils ont tenté de standardiser les 100 degrés de flexion du genou, mais ils n'ont pas nécessairement essayé de standardiser le full flexion non plus. Fait qu'il n'y avait pas de standard pour celui-là. Fait que ça aussi, je trouve que c'est une petite lacune dans l'étude à ce niveau-là. Ouais, moi aussi, j'accroche sur la main parce que c'est comme, qu'est-ce qui me dit que ta main entre un partie fin et un autre aussi est pareil à la même place? Tu dors sur tes yeux, à moins que tu sois, je sais pas, un super-héros, là, mais j'ai de la misère aussi avec ça. C'est comme, t'as opérationnalisé le range of motion avec une main. Je suis sûr que si c'était à faire, je referais l'étude, mais ce volet-là, je le modifierais pour être un peu plus précis, là. Ouais. Puis tu sais, ils ont mis des photos un petit peu de comme les 2 jambes, ça ressemblerait à quoi, mettons? Mais encore là, tu sais, je vois difficilement comment tu peux standardiser à comme un degré près. OK, ça, c'est 100 degrés, mettons. Genre, tu prends un équerre que tu la colles sur la jambe de la personne. Genre, c'est difficile un petit peu de gérer ce genre de variable-là. Mais reste que, mettons, leur façon de le faire avec la main, je trouve que c'est weak un peu. C'est faible. Ouais. Ah, OK. Fait que validité théorique, juste pour remettre les gens en contexte, c'est à quel point ce qu'on a mesuré, la manière dont on a mesuré ou manipulé quelque chose, c'est valide, précis et tout scientifiquement. Comme Nick a mentionné, mettons qu'on veut faire une étude sur l'impact du café Starbucks, c'est tout le temps bon, ce petit exemple à toutes les chiffres, hein. Euh, et la prise de masse musculaire. Puis pour mesurer la prise de masse musculaire, on a pris des bonnes vieilles
pinces, comme tu dis, ben, j'ai pas de grande validité théorique parce que des pinces pour mesurer la masse musculaire et monsieur, madame, c'est pas l'affaire la plus précise. Ça veut dire qu'on n'aurait pas une grande validité théorique versus un ultrason, c'est déjà mieux. Fait que c'est ça le point. Fait que pas si pire, mais c'est sûr que le point de la main est un peu gossant, mais pas si pire que ça. OK. Ouais. Au niveau de, je pense ce qui intéresse le plus le monde, c'est à quel point ce qui est vu et dans cette étude-là, on peut l'extrapoler à justement à nous autres là, au Québec, là, des gens qui s'entraînent. Est-ce que ça s'applique? Tu sais, à quel point c'est valide à ce niveau-là? On a pas ça une validité externe. Là. Fait que. Ah. Ben, au niveau de la validité externe, je pense qu'il y a quand même beaucoup de points qui sont intéressants pour les gens qui écoutent le podcast. 18 à 50 heures. Pas mal le range d'âge que tout le monde est qui écoute le podcast. Fait que 18 à 50 ans, expérience en entraînement. Je veux dire, il y a quand même beaucoup de points positifs. Euh, mais reste que, mettons, encore là, supervisé. On va pas être supervisé quand on va s'entraîner tout ça. Fait que, tu sais, il y a pas, j'ai pas de main pour notre sang de rire. Fait que, tu sais, il y a ça, mettons, qui vient un petit peu nuire à la validité externe. Mais encore là, overall, les gens qui sont entraînés 18 à 50 ans, c'est du monde, pas de stéroïdes. Fait qu'il y a des gens qui nous écoutent qui prennent des stéroïdes, mais who knows? Mais tu sais, comme pas de stéroïdes, pas de blessures quelconque. Fait que, honnêtement, assez good niveau validité externe. Il n'y a rien, mettons, qui nous choque, à part le fait que c'est supervisé, puis ça va pas être le cas pour vous nécessairement tout le temps. À moins que vous ayez un coach qui vous supervise à toutes les workouts, ce qui, je ne pense pas, est le cas. Ouais. Parfait. OK. Ça, c'est l'étude de 2025 ou 2000? OK. OK, parfait. Fait que, mettons qu'on bascule un peu dans un crash course de développement de quads. Sachant ça, là, Ouais. comment toi, tu recommandes, mettons, qu'on commence avec l'amplitude. Après ça, on ira dans d'autres, tu sais, les choix d'exercice, les rep range, puis toutes ces affaires-là, la fréquence. Ouais. Mais mettons l'amplitude, là, avec cette étude-là, puis un peu l'extrapolation physiologique qu'on a parlé avant, avec le volet des Landed Bar Shows qu'on a parlé un peu. Toi, mettons, comment tu dirais aux gens l'amplitude, là? Qu'est-ce que tu fous avec ça, là? Ouais. Ouais. Je pense que ce n'est pas l'étude qui m'a fait changer les plans d'entraînement dans le Muscle Lab, par exemple. Pas l'étude qui a fait en sorte que j'étais comme: «Hey guys, finalement là, votre leg press, faites-le à moitié, puis c'est bien parfait». J'ai pas changé mon approche pour autant. Je pense qu'un full range of motion va toujours être pertinent. Principalement pour l'aspect un petit peu de la méthode Triple T qu'on appelle chez HL. Je pense que c'est lui qui a inventé ça pour de vrai, là, mais tempo, technique, temps de repos. Dans l'aspect technique, le fait de pouvoir standardiser et donc de garder un full range of motion va toujours être plus pertinent que tenter notre chance à essayer justement d'avoir peut-être un range of motion qui est peut-être moins complet, mais que de semaine en semaine, c'est comme on va s'arrêter au même point. On a beaucoup moins de certitude à ce niveau-là. Fait qu'au niveau de l'amplitude, je dirais le range of motion complet reste maître à ce niveau-là. Pas nécessairement parce que tu vas gagner plus de masse, mais juste parce que tu vas pouvoir standardiser ta progression puis de semaine en semaine, t'assurer justement que tu as fait le même mouvement de semaine en semaine. Je suis bien d'accord. C'est pour ça que je voulais voir ton interprétation avant. Tu aurais pu dire: «Ah non, ça change mon idée». Ah non, pas du tout. Mais je suis 100% d'accord avec toi. Moi aussi, même, tu sais, je viens d'apprendre là, toute l'étude que tu dis, puis moi aussi, je suis comme. Ouais. C'est comme l'étude sur le momentum. Tu sais, c'est la même affaire. Le triple T, là. Je dirais que ce mot-là me fait juste penser à la happy. Ouais. Ils sont vrai que c'est son genre d'utiliser des termes de Ouais, même. je suis OT. Mais tu sais, c'est ça, la technique n'est pas standardisée, fait que c'est sûr que ça vient nuire en notre capacité d'être sûr que la progression que je viens de voir est due à mon dernier workout qui a stimulé quelque chose. Exact. Fait que c'est pour ça, momentum-wise, ça me gosse un peu. L'amplitude pas complète, ça me gosse un peu. Fait que moi aussi, je me positionnerais.
Ça, c'est absolument opinion personnelle. Puis je viens juste de penser à ça, mais je pense que ça pourrait être un concept cool, le podcast, de faire un peu une table ronde avec, mettons, Simon, un autre coach, puis juste amener nos différents angles. Ouais, très cool. Je On pense, oui, les va. ouais, je pense pas qu'il y aurait un énorme débat, puis je pense on est assez intelligent pour se respecter, surtout Simon, hein. Ouais. Mais c'est ça, je pense que moi aussi, j'irais dans le même sens que l'amplitude de mouvement pour les quads, moi, j'irais. Va de ce point A au point B, standardise ton amplitude pour être bien sûr que ta progression de squat waistman, ça soit dû à l'adaptation de l'autre workout. Ah, 100%. Bon, change l'avenir à ça. Maintenant, les gens qui écoutent sont comme OK, mon amplitude, je le sais. Merci Nick de m'avoir verbalisé ça. Mais moi, j'ai écouté le podcast parce que je veux développer mes quads au maximum. Fait que là, j'ai une partie de la réponse, mais j'aimerais savoir bien les réponses. Fait que niveau choix d'exercice, ça serait quoi, mettons, pour les quads, les meilleurs choix d'exercice ou, tu sais, j'en ai une nuance, les meilleures conditions qui feraient qu'un exercice serait un bon choix? Euh, je te lance là-dessus. Ouais. Hem, Ça, c'est across toutes les groupes musculaires, tous les exercices que tu vas, pouvoir avoir, mais si j'avais à faire, des choix, au niveau, des exercices, je prendrais les exercices qui sont stables le plus possible. Fait que lorsque je parle de stabilité, je parle vraiment d'exercices où est-ce qu'il y a pas un débalancement, qui est pas dessus un pose sous ball à une jambe, que tu fais un pistol squat avec, un shoulder comme ça pour développer tes quads, aucun intérêt à ça. Donc, j'essaierai d'amener le plus de stabilité possible à l'exercice. Fait que, tu sais, mettons, encore là, un squat, puis ça, c'est le genre d'affaire, mettons, que souvent, quand les clients, ils rentrent chez HL, ils sont comme: «Ah, moi, j'aimerais ça faire du squat pour avoir des gros jambes». Tu vas avoir des gros jambes, est-ce que le squat, c'est la meilleure façon, mettons, que c'est vraiment juste ça ton objectif, d'avoir des gros jambes? Pas nécessairement. Moi, j'avais plus tendance à dire un leg press va être intéressant. Il y a une stabilité quand même qui est très, très bonne. Ensuite de ça, si possible, des exercices en unilatéral peuvent être intéressants, surtout s'ils sont placés plus en fin de workout. En début de workout, on peut se permettre justement d'avoir des exercices à les 2 jambes en même temps. Juste parce que notre système nerveux, il est frais, qui est capable justement de handle, d'envoyer des signaux qui l'influent nerveux aux 2 jambes en même temps. Mais plus qu'il se fatigue, moins qu'il est capable de justement envoyer un influx nerveux important. Donc, des fois, de l'envoyer un côté à la fois va être plus intéressant parce qu'on focalise un peu notre influx nerveux d'un côté à la fois. Un exercice où est-ce que tu peux progresser. Heu, sur le long terme. Donc, exemple, faire un hack squat avec des dumbbells, exercice des fois qu'on va donner à certains clients, surtout plus en fin de workout, mais mettons en début de workout, tu vas jamais faire cet exercice-là avec des dumbbells de 145, ton hack squat. Comparativement que si tu fais réellement un hack squat à la machine, là, tu peux loader en malade sur un long terme, puis c'est comme ça, t'es cool. Fait qu'il y a vraiment l'aspect progressif long terme, l'aspect stabilité, puis si possible, l'aspect unilatéral qui peut toujours être un petit bonus de plus. Fait que des exercices comme des machines, ça se résume à ça, qui serait probablement les meilleurs choix pour développer des quads. Et chaque groupe musculaire, là, mais vu qu'on parle de gros, Ouais. Fait que machine, ça va être cool. Tu sais, il reste qu'il y a quand même des petits exercices où est-ce que tu es capable d'emmener quand même une belle stabilité, genre un Bulgarian split squat. Tiens d'un bord, puis tu as une dumbbell de l'autre bord. Ça peut être cool comme exercice, je pense. C'est tout type de split squat, mais mettons des walking lunge. Ouais, que ça peut être cool, mettons, finisher. Tu vois qu'il n'y a pas vraiment de science qui back les finishers du tout, du tout. Mais tu sais, mettons que tu fais un trip que tu as, puis c'est comme ça finit bien un workout, sur du fond, why not? Mais reste que, mettons, stable, tout ça, ça va être number one là-dessus. ah, parfait. Fait que amplitude de mouvement complète, ça, c'est nous c'est notre opinion de l'envoyer de même. Je pense que s'il y a une certaine science qui pourrait appuyer, mais il y a des nuances, mais ça, c'est vraiment plus nous qui le dit de même. Amplitude complète sur des machines Préférablement. ou des exercices que tu peux aller chercher une certaine stabilité comme
le Bulgarian Split Squat. Niveau la base, parce que des fois, je prends pour acquis que, tu sais, c'est quoi, c'est 100, je pense que c'est le 144e épisode. Je prends pour acquis, j'ai tellement dit souvent, c'est comment ça marche prendre la masse, que le monde, ils le savent, mais des fois, j'oublie qu'il y a du monde, c'est le 3e épisode. Fait que quelles sont les bases, peu importe le groupe musculaire, qui doit être mis en place pour stimuler une prise de masse, que va falloir absolument que la personne applique, peu importe la stimulation, c'est quoi? Ouais, 100%. Ben ici, on parle du concept de tension mécanique. OK? Donc, la tension mécanique, là, puis je vais essayer de le simplifier le plus possible parce que c'est quand même un concept qui est complexe là, à expliquer. Mais la tension mécanique, puis si à un moment donné, vous voyez un influenceur ou une invite qui parle de tension mécanique puis qui dit que ça dépend de la charge ou que ça n'a aucun rapport avec la charge. Tu le reportes. Ouais, c'est ça, tu bloques direct. Mais sérieusement, la charge n'a aucun rapport avec la tension mécanique parce que si, mettons, je prends l'exemple, ma blonde va faire un exercice, elle va utiliser des 15 livres pour faire l'exercice, puis elle va se rendre à l'échec musculaire. Elle va générer un haut degré de tension mécanique pour sa personne. Et si moi, je fais le même exercice avec des 45 livres, je vais générer des hauts degrés de tension mécanique pour ma personne. Ça tout dépend un petit peu de masse musculaire, tout ça, les adaptations qu'on a eues, autant au niveau du système nerveux qu'au niveau de la masse musculaire, le nombre de sarcomères, blablabla. Fait que tout ça pour dire qu'un haut degré de tension mécanique, c'est la même affaire across the board, peu importe la personne. OK? Mais ça peut avoir l'air différent dépendamment justement de l'expérience d'entraînement et la charge que la personne va soulever. Mais fondamentalement, il arrive la même chose au niveau moléculaire, le microscopique. Ça va être un haut degré de tension de perte. Et donc, un haut degré de tension mécanique, OK, comment j'essaie d'appliquer ça le plus simple possible, là, c'est vraiment lorsqu'on est capable de faire en sorte que notre muscle est en train de faire un petit peu un bras de fer au niveau microscopique dans ses ponts d'actine et myosine. Fait que c'est vraiment une espèce de comme un, je sais pas si tu connais ça, tu sais, un tug of war, là, tu sais, quand tu es dessus le corps de ces deux équipes. Faire tout ça pour de vrai bien donner ça. Ouais, un petit peu ça, Squid Games, exactement. Fait que, tu sais, c'était comme, ça fait des deux bords, ça essaie de se pousser, ça essaie de se tirer, blablabla. C'est un peu ça qui se passe d'un point de vue microscopique à l'intérieur du muscle. Et notre but, c'est de générer ce combat-là. Puis la seule et unique façon d'aller générer ce combat-là, ça va être justement d'avoir une haute intensité puis de se rapprocher le plus possible de l'échec musculaire. Oui. Pourquoi l'échec musculaire va être pertinent dans cette optique-là? C'est que l'échec musculaire va nous permettre d'aller recruter les fibres musculaires de type 2. Fait que ça, c'est nos big boys là, dans nos muscles. Là. C'est des groupes, c'est pas des groupes, c'est les fibres musculaires qui sont capables de progresser, de prendre de la masse. C'est un peu nos Hugo Girard de notre muscle. Là. C'est des gros gars qui sont capables de progresser, ils sont capables de prendre de la charge, ils sont capables de prendre de la tension. Il faut vraiment les recruter. Hein. Avec l'échec musculaire, on est capable d'aller les chercher. Et donc, quand on est capable d'aller les chercher et qu'on se rapproche de l'échec, encore mieux, on va être capable de générer un haut degré de tension mécanique sur ces fibres musculaires-là. Et donc, sur le long terme, en continuant d'appliquer ces concepts, on est capable justement de les faire grossir parce qu'ils vont juste se rendre compte que c'est comme, je viens de vivre un stress assez énorme, il va falloir que je m'améliore pour pouvoir être capable de justement subir ça peut-être à un autre niveau la prochaine fois, puis être capable de handle plus de stress, plus de tension. Fait que, étape 1, mettre les 2 pieds dans le gym. Étape 1.2, aller à l'échec musculaire pour s'assurer que ce que tu viens d'expliquer se produit. Oui, absolument. Parfait. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire pour m'assurer de maintenir ce que tu viens de dire à toutes les semaines? Pour maintenir. Dans le sens pour que tu génères toujours ce niveau de tension mécanique-là. OK, moi, je comprends. Je comprends ce que tu veux dire. OK. Pour le maintenir, c'est que, comme j'ai dit, en générant, mettons, la semaine 1, un haut degré de tension mécanique, tu vas être capable de générer des adaptations
au niveau de tes fibres musculaires et tout. Et donc, en général, ces adaptations-là, là, après ça, la prochaine semaine, tu peux pas répliquer le même comportement puis penser que ton corps va juste faire comme genre: «Ah ben écoute, je vais encore progresser». Il faut que tu lui mettes sur un nouveau stress et passer à la prochaine étape. Tu as réussi ton examen, ça, c'est une analogie que l'appli utilise, là. Tu as réussi ton examen, c'est comme là, tu passes à la prochaine étape. Tu es en secondaire 3, tu es rendu en secondaire 4. C'est comme next step. Fait que pour faire ça, c'est s'assurer une progression de semaine en semaine. Fait que c'est un peu comme je disais tantôt. Il va falloir que tu progresses à chaque semaine en gardant les mêmes variables, le triple T, etc. Mais s'assurer de progresser nous permet justement de nous assurer qu'on est capable de toujours se rendre à l'échelle musculaire, générer un haut degré de tension mécanique. Donc, semaine 1, tu fais un exercice 100 livres, 8 répétitions. La semaine prochaine, essaie de faire 105 livres pour 6, 7, 8 répétitions si possible. Puis essayer de tout le temps progresser dans ce cycle-là. Voilà nos 2 points, je pense. Tu sais, il y aurait d'autres détails qui auraient une influence, là, mais mettons, là, grosso modo, sur tes quads, si tu vas à l'échec, demande des charges, des reps à tous les semaines avec une amplitude qui est standardisée Oui, sur des exercices stables, plus possible. tes quads vont grossir, là. Ouais. Sur 1 an, 2 ans, 3 ans, garantis qu'ils vont plus de quoi, définitivement. Voilà. Puis encore là, il reste toujours l'aspect adhérence. Dans le sens, si tu réussis à faire des machines, tu vas pas les faire ou en tout cas, tu vas moins te donner. Puis ça c'est quand même vu dans la science que j'ai vu des études passer que c'était comme l'adhérence va toujours être number one, là. Fait que si tu fais des exercices que tu n'aimes pas, automatiquement, tu vas moins te donner, automatiquement, tu vas générer moins de tension mécanique. Puis il y a vraiment un aspect de comme si ton corps n'aime pas ce que tu fais, ton cerveau va envoyer moins d'influx nerveux, tu vas moins performer. C'est un peu comme avec la musique. Si tu écoutes, je sais pas moi, du Edith Piaf, pas que c'est mauvais Edith Piaf, mais comme tu vas pas être cramé, il y a vraiment tout ça. Fait qu'il y a l'aspect adhérence de comme tu fais, qu'est-ce que tu aimes aussi au final. Mais en définitive, tu veux optimiser, ça serait les points à optimiser. Ouais, ouais, 100%. Mais je pense que ça fait Ouais, le tour du quads. le taux. Euh, Mettons, en terminant, ça serait quoi tes conseils là, pour quelqu'un qui veut maximiser son développement de quads? Là? Tu sais, là, oui, on a abordé tous ces points-là, là, mais mettons que tu me résumerais ça en une ou deux phrases là, de dire tu veux développer des quads, voici, parce que tu sais, toi, t'es quand même bien développé, puis les gens verront le résultat de ta shape dans quelques semaines. Hein? On ne spoilera pas rien, mais ils vont voir ça passer éventuellement. Ouais. Et ouais, c'est ça. Ce serait quoi tes conseils, toi, rapido, non? Ouais, ben définitivement, je vais essayer de faire sur short parce que des fois, je prends ben trop de temps à parler, là. Si maintenant je parle purement d'expérience personnelle, puis tu sais, c'est un petit peu avec ton suivi, puis comment tu m'as coaché, mais dans la dernière année, je dirais définitivement appliquer tous les concepts qu'on vient tout juste de parler. Fait que échec musculaire, comme moi, je suis un freak à faire ça. Même des fois, je me pousse un petit peu trop. On va demander de me calmer, je me calme un petit peu. Mais tu sais, échec musculaire, amplitude complète, triple T pour justement tempo, temps de repos. Puis aussi, une erreur que les gens vont beaucoup faire, puis je pense que ça peut être un petit peu une question ouverte pour comme ouvrir le sujet. Euh, les gens en font vraiment trop pour essayer de développer peu importe le groupe musculaire. Honnêtement, j'ai vu beaucoup plus de résultats. Encore là, je parle d'expérience personnelle, mais j'ai vu beaucoup plus de résultats à faire moins d'exercices, moins de séries sur peu importe mon groupe musculaire que de taper sur le même clou constamment en pensant que ça va débloquer de quoi. OK? Fait que des entraînements de 2 heures de temps, de faire 7 exercices de quads, tu vas être bien pompé, tu vas être bien raqué. Mais ce n'est pas de la progression, c'est placebo, c'est visuel, ça te donne un faux sentiment de progression. Mais vraiment, t'en faire moins, des fois, c'est la bonne réponse pour la progression, c'est quoi? Mettons que
mettons qu'on fait un lien, là. Ouais. Mettons que tu sais qu'il faut que tu en fasses moins pour des meilleurs gains, parce que c'est quand même de plus en plus ça qu'on voit, là, la notion de va à l'échec, tu pas besoin de faire tant de volume que ça. Mais que tu continues à t'entêter à vouloir en faire plus, t'entraîner longtemps pour aller chercher une pompe, pour aller chercher un feeling. Est-ce qu'on entend un peu une branche dans ce que je viens de dire? On parle du Y, là, ici, là. Ouais, on parle du grec. On parle du Y. Ben, si si t'es entêté à justement rester dans tes pantoufles, on parle d'une branche de droite ici. Surtout lorsque la science dit les propos, que la science back ces informations-là. Parce que si, mettons, on n'avait pas de science, qu'est-ce qu'on me dit aujourd'hui? Mais c'est pas le cas, évidemment. S'il y a pas de science à tout ça, mais là, oui, je te dirais, fais ce que tu veux. Mais en réalité, il y a de la science qui le back. Et donc, de rester dans ses pantoufles, on est définitivement plus à droite, on est définitivement dans comme qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on chase un petit peu le feeling, tout ça, définitivement. Euh, mais encore là, tu sais, il y a une gang d'adhérence, mais reste, si tu veux optimiser, voici les réponses. Ouais. Définitivement. C'est toujours ça, je trouve, la fine ligne entre. C'est ça que je trouve tough avec le fitness, c'est que je trouve que c'est trop. Il y a trop de monde qui sont dans la niche du fitness, devraient pas être dans la niche du fitness. Ce que je veux dire par là, c'est, moi, la niche du fitness, je la vois vraiment comme la niche du monde qui ils trippent là-dessus, là, qui veulent prendre la masse pour de vrai, là, comme, ça leur tente, là, vraiment de prendre la masse. C'est comme, ils vont faire des cuts qui sont là, là. Ça, pour moi, c'est le monde du fitness. Quelqu'un qui a 32 ans, qui veut juste perdre du poids, c'est là où je suis comme, il n'y a pas d'affaire à rentrer dans cette game-là. Mhm. Fait que tout ce qu'on vient de dire, si lui, il a envie de s'entraîner en 1 heure et quart ou faire des niaiseries de façon sécuritaire, on s'en calisse. C'est comme, c'est pas grave. Fait que c'est juste ça que je pense le fitness, c'est comme, ça devrait être gros comme une paille, mais il y a du monde si gros comme un paquebot qui sont là-dedans, mais c'est comme, ouais, mais non, c'est pas grave si tu vas pas à l'échec puis t'as 34 ans, tu veux juste perdre ton poids, te sentir bien dans ta peau puis pas en faire un focus sur toute ta vie. Mais après ça, si tu tripes là-dessus comme toi, puis tu veux faire, tu sais, possiblement des choses que tu mettons, on a fait un photoshoot, whatever, mais là, sure qu'il faut appliquer ça, puis il y a pas d'obstinage de: «Ouais, mais moi, je» c'est ça que je trouve l'espèce de je pense pour ça qu'il y a tellement de gens qui se contredisent, c'est que c'est pas assez clair, genre l'espèce de ligue entre une espèce de remise en forme, puis quand est-ce que tu crosses la line et tu rentres dans le fitness. Il y a pas de niveau de remise en forme sur le fitness. Ah, 100%. à mon humble avis. Ah, ben, je suis 100% d'accord. Je veux dire, tu sais, mettons, si je parle encore là d'expérience personnelle, ben, tu sais, non seulement dans les clients que j'ai, mais mettons, tu sais, même mon père qui recommence à s'entraîner, lui, c'est juste une remise en forme. Je lui parle pas d'échec musculaire. Ben, il est quand même fait un exercice en position éthique. C'est comme, c'est pas important parce que, tu sais, lui, forcément, c'est juste de se remettre en forme. Tu sais, il y a sa saison de balle molle qui va bientôt recommencer. C'est comme, c'est juste ça qu'il veut, là, en réalité, là. Fait que, tu sais, encore là, je pense que dans l'effort un petit peu de vouloir donner la meilleure information, il faut jamais perdre de vue que, mettons, c'est pas tout le monde qui a besoin d'être méga, méga précis avec ses variables. Puis, exemple, justement, une remise en forme de ces comme ces pertes de 20 livres, tu pourrais littéralement ne pas t'entraîner, puis juste faire des activités physiques comme un hiking ou peu importe, qu'est-ce qui te fait vibrer. Juste, ça capable de perdre ton 20 livres là, sans trop de problèmes. Mais reste que, mettons,
dans notre niche fitness, il y a définitivement une trop grande communauté que qu'est-ce qu'il devrait avoir vraiment dans le fitness science-based puis tout ça. Ouais. Puis en plus de ça, ben, tu sais, en à côté, tu vas avoir du monde justement qui vont un petit peu dire des affaires sans trop connaissance de cause. Puis là, ça pollue vraiment la vraie sphère fitness, la vraie niche fitness. Là, après ça, là, ça crée un petit peu, pas des débats, mais ça crée un petit peu de comme, pourquoi tu dis ça? Puis là, tu sais, moi, j'ai de la science pour le baquer, puis t'en as-tu? Ça crée toute cette espèce d'environnement-là qui est un peu weird, qui est un peu comme genre contre-intuitif, qui est pas, ça fonctionne pas, maintenant. Ouais. Et tout ça pour dire ce qu'on a jasé aujourd'hui, si ton but, c'est de maximiser ta prise de masse puis t'es vraiment là-dedans, sure thing, c'est exactement t'as les infos pour, là, c'est pas plus compliqué que ça. Mais après ça, si ton but, c'est de te maintenir, tu vas au gym, puis t'as du fun, puis t'es capable d'intégrer ça dans ta semaine à toutes les semaines, mais que toi, à l'échec, ça te fait complètement chier, Ouais. ou les machines te font chier, whatever, ben, regarde, t'es au gym, t'as gagné, man, t'as déjà win. Puis tu vas avoir les bienfaits déjà, là. Fait que je pense que c'est juste cette notion-là de si chapeau fait, mets-le. Je pense que la majorité des auditeurs et auditrices de chapeau vont le faire. Ouais. Mais quand? Ouais. Puis justement, un dernier petit point par rapport à ça. Tu sais, même à travers le service qu'on offre au monde, en tout cas, moi, je me surprends de plus en plus à justement comme poser la question à la personne comme t'as-tu aimé le plan d'entraînement? Tu sais, là, de ce temps-ci, c'est beaucoup des full body, mais je suis comme Chris, t'aimes pas ça, là? No stress, ça. Genre, moi, dès que tu rentres au gym, là, comme tu as dit, c'est une win, là. Fait qu'ensuite de ça, si tu es obligé d'être des full body parce que c'est plus optimal, si tu es obligé d'être des séries à l'échec complète, pas nécessairement, ça va vraiment dépendre de la personne. Fait que de l'adapter un petit peu à l'objectif puis le personnaliser, ben, c'est un peu ce qu'on fait, hein, bien évidemment, mais reste que de garder ça en tête que c'est pas pour tout le monde de s'entraîner à l'échec avec même film. Puis là, pas important, sérieusement. Ah, 100%. Comme tu dis, les full bodies, scientifiquement, make perfect sense, là. C'est comme, Ouais. j'en ai de plus en plus qui m'arrivent, je suis comme, ben, puis, c'est des questions. Non, mais j'ai une affaire. Les full bodies, on peut s'arrêter, s'il vous plaît? Je suis comme, avec plaisir. Alors, juste pas te le switch, mais c'est là où tout ça, c'est du papier, mais dans la vraie vie, c'est un autre game. La personne veut s'entraîner à la maison. Tu sais, juste une cliente s'entraîne à la maison. Et comme, depuis que je suis plus au gym, j'ai l'impression que je bouge moins. J'ai moins pas chaud, mais c'est entre mes sets. Chris, je marche pas dans le gym. Je m'en vais pas chercher des plates ou il me manque de quelque chose entre les sets. Ouais. J'étais comme, OK, mais je vais te mettre des exercices un peu cardio entre tes sets. Ah, hey, je suis complètement bonne ambiance, là. Mais c'est ça le point, tu sais. C'est comme, elle veut juste bouger, elle se sent bien dans sa peau live, puis elle a envie d'avoir ce feeling-là. All right. Après ça, samedi, je m'en vais sur un stage, je vais m'exposer ma masse musculaire. Bon, on va changer d'histoire, mais c'est là, je pense, qu'il ne faut jamais perdre de vue. C'est comme la personne, la notion de personnalisation va beaucoup plus loin que je vais te mettre un peu plus de rep, là. C'est pas ça, personnaliser. Ouais. C'est pas ça. Puis plus ça fait longtemps que tu as de clients, plus c'est personnalisé. Parce que tu sais qu'est-ce qu'elle aime pas, quel exercice réagit bien, réagit pas bien. C'est comme, plus tu as un long stretch avec un coach, plus c'est personnalisé. Genre, un plan d'un mois, là, personnalisé, OK, oui, là, c'est un peu personnalisé, mais ça ne l'est pas vraiment, là. Bon. C'est aucun data, là, vraiment basé, à part, oui, je veux développer X plus que Y, là. Ouais. Parle ça. Numéro 1, Nick. Fait que merci de cette discussion. 1 heure et quart, je pense que c'était fort intéressant. Ça peut nous tenir up-to-date un peu sur sciences d'entraînement, un peu qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. Si les gens veulent te suivre, Ouais. on se sur où? Quel endroit? Ils font ça sur Instagram principalement. Ça me fait toujours rire quand les gens me demandent ça, mais comme ils peuvent me suivre dans la rue, mais c'est bizarre. Bon, mais non, c'est ça, Coach Nick _ Achat Performance. Je poste
du contenu à toutes les semaines, minimalement, soit avec HTL ou sinon du contenu un petit peu plus perso. Puis je pense que dans les prochaines semaines, il va y avoir de plus en plus de contenu qui risque de s'en venir. Fait que je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses à suivre là-dessus. Fait que Coach Nick underscore HTL Performance. Puis c'est Dick qui gère tous les workouts du Muscle Lab. Fait que ça, c'est workout gratuit qui change à toutes les 4 semaines. Ouais. Tu sais, pour nous, je pense que c'est important. Tu vois des plans, tu sais, des plateformes comme, mettons, Train Heroic, whatever. Les plans sont tous payants, puis ça change à tous les mois. Puis c'est comme, really, là, ça prend trop minutes d'école, là. Fait que ça, on l'offre complètement gratuitement dans le Muscle Lab. C'est tout Nick qui s'occupe de ça. Comme vous l'avez vu aujourd'hui, c'est le gars de sciences d'entraînement chez HL. Fait que c'est lui qui va aller ces études-là. Fait qu'il va toujours mettre les entraînements au bout du jour selon la science. Si jamais ça te tente d'essayer ça, ben, le Muscle Lab va être votre place de choix. Sinon, dans quelques semaines, on va lancer une newsletter HL Performance là, les détails restent à être peaufinés. Mais ça va être de quoi d'unique. Puis notre but, c'est vraiment que cette newsletter-là soit quelque chose que les gens aient hâte. Comme j'ai hâte que ce lundi-là, ça sorte. C'est Nick qui va s'occuper de tout ça aussi. Fait que il y a tout ça qui s'en vient pour toi dans les prochains jours. Lots going on. Lots going on. Yeah. Ok, merci encore, Dick. Puis on se reparle bientôt.